Dans l'acte de lecture des œuvres qui sont ici jouées à la Comédie, que je vous propose depuis 3 ans déjà, Beckett fait obstacle. Et le chemin, je dirais, est piégé avant qu'on admette qu'il ne mène vers nulle part. C'est l'expression de Heidegger, Holzwege, n'est-ce pas? C'est des chemins qui ne mènent vers nulle part. Ces chemins qu'on emprunte en forêt. Et je vais en prendre un exemple dans un passage qui va vous expliquer, au fond, le titre que j'ai choisi, Beckett l'Obscur, un titre qui peut prêter à malentendu, celui de croire à un hermétisme qui ouvrirait à une lumière cachée, à une sorte de gnose secrète derrière ces textes. Donc l'exemple, je le prends dans un passage de cette pièce qui est mise en scène par Peter Stein, et d'ailleurs que je n'ai jamais vu incarner avec autant d'humanité et d'intensité, de souffrance humaine, que par Jacques Weber dans le rôle de Krapp. Soit dit en passant, et pour vous mettre un peu dans l'ambiance beckettienne qui est celle de son premier grand roman en français, Molloy, Krapp, dans les premières versions en anglais, s'écrivait Krapp, C-R-A-2-P, avec un C. Krapp's Last Tape. C'est un mot d'argot vulgaire qui signifie la merde. To have a crap, ça veut dire chier. Et le mot désigne aussi les conneries qu'on débite. Enfin, tout ça, c'est de la foutaise. D'ailleurs, il le dit lui-même, n'est-ce pas ? Assez, vide ta bouteille, fous-toi au pieu, reprends ces conneries demain, ou bien restes-en là. Ne perdons pas de vue, ou plutôt ne perdons pas d'oreille, cette signification qui dévalorise d'entrée le tout. Chez Beckett, il y a, c'est pas pour rien que pendant longtemps, il n'a pas été en odeur de sainteté, lui qui pourtant, après, a été perçu comme quasiment un saint. Ne perdons pas de vue donc ceci, il y a en permanence l'obscénité, la scatologie, le bas corporel, comme on disait à propos, avec Bakhtin, à propos de Rabelais. Rabelais qui était très apprécié d'ailleurs de Beckett. Donc Krapp, mais aussi par exemple le nom de Fanny. La vieille putain qui est mentionnée, dans l'argot anglais, Fanny c'est la chatte, c'est le vagin. La scène de la pièce à laquelle je vais me référer, et pour laquelle donc je vous mets en garde devant toute interprétation exagérée, ce titre ambigu, Beckett l'Obscur, renvoie à Héraclite, le grand philosophe Héraclite qu'on appelait Héraclite l'Obscur. Beckett pratiquait Héraclite avec personne de moins que Jean Beaufray, celui qui, quand il était dans les années 20 à l'école normale supérieure, Beaufray qui lui faisait la philosophie et qui a été le grand traducteur de Heidegger, comme vous savez. Donc la scène ici, enfin Héraclite, oui, je signale tout de même pour vous mettre toujours dans l'ambiance de Beckett, dans Molloy par exemple, il y a un passage ironique qui fait référence à Héraclite. Vous savez qu'Héraclite était le philosophe du changement, du passage, l'être n'est que passage, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, tout ce qui est passe. Chez Beckett, ça devient, dans Molloy, mais on change de merde. Et si toutes les merdes se ressemblent, ce qui n'est pas vrai, ça ne fait rien, ça fait du bien de changer de merde. D'aller dans une merde un peu plus loin de temps en temps, de papillonner quoi, comme si l'on était éphémère. Donc je reste dans ce même registre. Et pourtant, le passage dont je vais vous parler est un passage qui est un tournant dans la vie même de Beckett et qui se présente comme une illumination. C'est la mémorable nuit de mars. Il parle même du miracle. C'est le miracle du feu qu'il avait embrasé. Alors aussitôt, certains ont évoqué le chemin de Damas de Saint-Paul, ou encore la nuit d'illumination de Blaise Pascal. C'est d'une révélation. Ça en a le langage.
dans le contraste de la clarté et de l'obscurité, du feu et de l'eau de la tempête, la lumière opposée à la nuit, la nature à l'esprit, la lumière à l'entendement. Enfin, c'est oxymorique. On pourrait dire c'est du Victor Hugo. Attention tout de même, le Krapp dont on entend la voix dans le magnétophone et qui évoque cette révélation, c'est un Krapp plus jeune de 30 ans que celui que vous voyez sur scène, incarné par Jacques Weber. Et le Krapp de 69 ans dit à propos du Krapp de 30 ans plus tôt, « Difficile de croire que j'ai jamais été con à ce point. » Oui, c'est donc de Krapp qu'il s'agit, je dirais, mais c'est aussi de Beckett, biographiquement. D'ailleurs, cette toute petite pièce, ça ne fait que la moitié de cet ouvrage, condense en février 1958, alors que Beckett a 52 ans, des moments qui ont marqué définitivement sa vie. C'est une remontée de souvenirs masqués, transposés, mais cruciaux. Et Beckett l'a confirmé lui-même. Il l'a confirmé, par exemple, le 24 octobre 1968, à l'écrivain et poète Charles Juliette, qui était venu le visiter. Et également dans une lettre de mise au point du 27 janvier 1986 à Richard Hellman, qui est cité par l'immense biographe de Beckett qu'est James Knowlson, à la page 969, note 55. Et non, et encore avec une insistance, et non sans irritation, dans un entretien qu'il a avec le même James Knowlson vers 1987. Voici ce que dit Beckett. Krapp a sa vision sur la jetée de Dún Laoghaire, qui est dans le port de Dublin, qui est identifiable à son phare et à son anémomètre, qui a été l'un des tout premiers au monde anémomètres, qui mesure le vent. Donc, Krapp a eu sa vision sur la jetée de Dún Laoghaire. J'ai eu la mienne dans la chambre de ma mère. Précisez-le une bonne fois pour toutes. Et il continue. Toute l'histoire de la jetée et du vent qui souffle en rafale est imaginaire. Cela m'est arrivé à l'été 1945, dans la petite maison de ma mère, New Place, de l'autre côté de la route de Couldrinach, c'est ce qu'il écrit à Richard Hellman. Cette mère, veuve, qu'il retrouve en 1945, après 6 ans d'absence et de guerre, où il a été en France. Elle est âgée de 74 ans, elle est atteinte de la maladie de Parkinson, et elle a dû déménager, elle a dû quitter la belle demeure bourgeoise qui avait été celle de la famille à Couldrinach, dans le village de Foxrock, comté de Dublin. Retenons bien donc cette localisation, non pas dans une sorte de mystique romantique, une sorte de fiat lux en pleine nuit de tempête face à la mer, mais sobrement, émotionnellement, dans la chambre de ma mère. Et là, nous revient en mémoire les premiers mots du roman où Samuel Beckett accédait enfin à sa propre écriture. Son premier roman, que j'ai mentionné déjà, écrit dans cette période féconde qu'il appelle de frénésie d'écriture, qui va de mai 1947 à janvier 1950. Et là, coup sur coup, il va composer Molloy, la fameuse trilogie, Molloy, Malone meurt, L'innommable, et en plus, entre octobre 1948 et janvier 1949, En attendant Godot. Je vous rappelle qu'il était totalement inconnu, vivant dans une pauvreté quasiment proche de la misère, et c'est l'éditeur jeune alors, Jérôme Lindon, qui va l'éditer en 1950 et 1951 aux éditions de Minuit, et va le faire sortir de l'anonymat. Et c'est la pièce Godot qui va le rendre célèbre. Elle est publiée en 1952.
C'est donc cette période où va basculer toute la littérature moderne dans la seconde moitié du XXe siècle. Eh bien, quels sont les premiers mots de Molloy ? Je suis dans la chambre de ma mère. C'est moi qui y vis maintenant. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé. Et cette mère sévère, puritaine, animée de cette citation « amour féroce » auquel il s'affronta, auquel il s'arracha en allant vers la France, en écrivant dans la langue française, dans un rapport filial d'amour-haine et de culpabilité. C'est une sorte de figure surmoïque qui détestait les obscénités qu'elle lisait dans les premiers romans anglais de son fils, qui réprouvait sa conduite, ses décisions irresponsables, ses ruptures avec son avenir universitaire, son choix de pauvreté, d'isolement, son concubinage avec Suzanne. Enfin, rien ne passait, quoi. Cette mère meurt le 25 août 1950. Et en quoi consiste l'histoire de la première partie de Molloy ? Alors qu'il ne sait pas, nous dit-il, il ne sait pas si sa mère est déjà morte à son arrivée. Ça, c'est dans la fiction. Il s'est mis en tête, chose étrange, d'aller la voir, de se rendre chez elle, tout estropié qu'il est avec ses béquilles. Les personnages de Beckett sont toujours quelque part diminués ou entravés. Et cependant, il le fait à bicyclette, et qui plus est, sans même se rappeler son propre nom à lui, avant que ça lui revienne, comme ça, d'un coup. « Ah, Molloy, je m'appelle Molloy », dit-il au commissaire de la ville, où il est entré sans même pouvoir se repérer. Donc Molloy, c'est ce voyage irréel vers sa mère, et c'est ça dont il est question. Alors, le médiéviste que je suis de profession y entend aussitôt, parce que Beckett est un des écrivains qui a le plus lu. Ça vous étonne peut-être quand vous voyez la sécheresse des textes et même parfois les obscénités qui l'accompagnent. Mais enfin, Dante n'avait aucun mystère pour lui, la Bible non plus, Ulysse non plus, Shakespeare non plus, Joyce non plus. C'était un homme féru de poésie. Dans la conversation ordinaire, en témoignait Madame Attic, dans les conversations ordinaires, il n'arrêtait pas d'émailler ses propos de citations qu'il se rappelait de mémoire 50 ans ou 60 ans après de grands poèmes. Et je veux dire que j'entends donc, je ne m'étonne pas d'entendre dans cette tradition celtique, n'oubliez pas que c'est un Irlandais, n'est-ce pas, d'entendre au fond un roman qui me tient à cœur, Perceval, le comte du Graal. Perceval a lui aussi quitté sa mère. Il quitte sa mère au début du roman. Et il ne sait pas son nom. Et puis il a un jour, comme ça, par illumination, la révélation, alors qu'il est enfoncé dans la forêt, comme Molloy. Molloy dit « la forêt était tout autour de moi ». Il y trébuche, dit-il, comme dans d'impénétrables ténèbres, en ajoutant « même si elles ne sont pas si impénétrables que cela », typique de l'humour beckettien. Comme Perceval, il s'est enforesté. Et je passe sur d'autres éléments, comme l'épisode de l'hôtesse amoureuse, cette vieille tradition de la fée amante médiévale, avec son aspect de vieille femme avant sa métamorphose, bien sûr. Il s'agit d'une personne qui s'appelle Luce ici, et son jardin est comme un jardin enchanté. Il y a plein d'autres indices encore, y compris le petit chien qui a fini par conduire jusqu'à elle. On est exactement dans les traditions, en fait, des récits qui ont marqué la littérature d'origine celtique au Moyen-Âge. Mais enfin, j'ai une preuve. Je passe sur tous ces détails, ça ne vous intéresse pas directement, mais j'ai une preuve que Beckett avait lu Perceval. Ça, c'est un scoop, parce qu'aucun des critiques, Dieu sait si on a écrit sur Beckett, ne l'avait vu. Au mieux, il cite la Fairy Queen de Spenser, mais la preuve, c'est la suivante. En route, Molloy, toujours dans sa forêt, rencontre notamment un charbonnier. Beckett ajoute, je dis un charbonnier, mais au fond, je n'en sais rien. Ça, c'est toujours les retours en arrière, les reprises qui marquent l'humour beckettien par excellence. Vous ne savez jamais si c'est du lard ou du cochon. Or,
C'est aussi un charbonnier que rencontre au début Perceval. Dans la première traduction en français moderne, qui en fut faite, sous le nom de Perceval le Gallois, par Lucien Foullé, dans la collection des 100 romans français, et tenez-vous bien, la date où ce roman, la traduction paraît pour la première fois, c'est 1947. Donc exactement dans la période où commence ici l'écriture 48 et 50 de Molloy. Et puis Beckett lisait, et il lisait énormément. L'histoire de Perceval, son errance sans fin, c'est comme celle de Molloy, l'histoire d'un retour impossible chez la mère. Et dans les deux cas, ce qui prévaut, c'est l'obscurité. J'arrive à l'obscurité, ici Beckett l'obscure. Mais je reviens à ce moment privilégié, la scène de l'obscurité, de la dernière bande pour que vous en mesuriez la portée, et une portée qui va tout à fait à l'encontre, à l'inverse, de la grande clarté du Graal, bien sûr, qui attend Perceval en chemin vers sa mère. Parce que l'oxymore de la lumière et de la nuit, de l'eau et du feu, absolument renversante dans ce passage, c'est que ce qui devint alors clair pour moi enfin, nous dit Krapp, c'est que l'obscurité est en réalité mon meilleur, et parfait, à ce moment-là il y a un trou, Krapp débranche l'appareil et il fait avancer la bande. On reviendra sur ce magnétophone. Mais dans les notes qui sont envoyées en 1987 par Samuel Beckett à James Knowlson, en vue de l'édition du cahier de la dernière bande, le texte est complété par Beckett de façon claire. Il explique en effet à James Knowlson que le noir est en réalité, je cite, « mon meilleur allié ». Autrement dit, il continue toujours, enfin son véritable élément est la clé de l'opus magnum, puisque opus magnum est en effet le mot qui arrive ici dans la dernière bande. Beckett est un homme très instruit, le latin n'a pas de mystère pour lui. N'oubliez pas qu'il a été élève du célèbre Trinity College de Dublin, et puis lecteur à l'École normale supérieure à Paris. Comme toujours avec Beckett, il faut bien comprendre, ce n'est donc pas la lumière qui importe ici. Elle est écartée au profit de l'obscurité. On prend donc une fois de plus le contre-pied de tout ce qui serait promesse de sens, tout ce qui serait une illusion de l'esprit en attente d'un monde idéal, d'un soleil des idées dans la caverne, en sortant de la caverne platonicienne, par exemple. Et James Knowlson est formel sur ce point dans ses conversations avec Beckett. Beckett associait cette révélation plutôt à une mise en évidence de ses limites. Je cite, « J'ai pu penser à Molloy et aux autres, dit Beckett, le jour où j'ai pris conscience de ma folie. Ce n'est qu'à dater de ce moment-là que je me suis mis à écrire les choses telles que je les sens. » Bref, une mise en évidence, une acceptation, une façon de consentir à l'impuissance et à l'ignorance. C'est l'inverse de Joyce, qui était son grand ami, enfin son mentor en même temps. À l'inverse de Joyce, dit-il, j'ai compris que j'allais, moi, dans le sens de l'appauvrissement. Il inventera le mot de lessness, de la perte du savoir et du retranchement, de la soustraction plutôt que de l'addition. Il dit cela dans un entretien, toujours avec James Knowlson, du 27 octobre 1989. Beckett meurt le 22 décembre 1989. Lui qui est né un vendredi saint en 1906 sera inhumé le lendemain de Noël en 1989. Et donc c'est très près de sa mort. Et dans cet entretien, il fait un écho à des propos qui avaient été recueillis en 1956 dans le New York Times
le 5 mai 1956, par Israël Schenker. Je cite, « Plus Joyce savait, plus il pouvait. En tant qu'artiste, il aspire à l'omniscience, l'omnipotence. Je travaille, moi, avec l'impuissance, l'ignorance. Ma petite exploration à moi porte sur toute cette zone de l'être, de tout temps négligée par les artistes comme quelque chose d'inutilisable, par définition incompatible avec l'art. » Et Krapp, au fond, se l'entend dire par lui-même au tout début, « Avec toute cette obscurité autour de moi, je me sens moins seul. » Phrase qui n'est pas sans écho pour l'acteur dans la salle obscure. L'obscurité, cette zone de l'être dont relève l'échec, l'impuissance, l'ignorance, la folie, quelque chose qui pèse comme un silence dans les mots, entre les mots, sous les mots, dans le discrédit même des mots. Il choisit le français parce qu'au moins c'est sans style, dit-il. Le choix de Beckett a été, lors de cet équinoxe mémorable, comme dit Krapp, cette fameuse nuit de mars 1945, son choix a été de ne plus parler que de la pauvreté, de l'échec, de l'exil, de la perte. C'est-à-dire de s'intéresser à l'homme en tant qu'il ne sait, je cite, en tant qu'il ne sait pas et ne peut pas, avec toujours cette sorte de menace d'effondrement, d'immobilisation définitive, qui est typique de ces héros. On assiste, par exemple, avec Molloy, à une sorte de délabrement physique progressif, de la boiterie, ça se termine en reptation, dégradation totale, jusqu'à ce que d'autres personnages soient totalement immobilisés et même peu à peu ensevelis. On est d'ailleurs dans l'ombre de Schopenhauer, qu'il avait lu. Comme il dit, ce philosophe qui se lit comme un poète. Renoncer au monde comme volonté, et cultiver sciemment un non-vouloir, avec la conviction que la souffrance est la norme de l'existence et que l'intrusion de la volonté est toujours inopportune. Il y a, dit-il, et il faut bien saisir cette disjonction, cette solitude des êtres humains. Je cite encore, « Nous ne pouvons connaître et ne pouvons être connus. Ce qui domine, c'est l'absence de tout rapport entre l'homme et l'homme, comme entre la nature et l'homme, comme entre l'individu et soi-même. Il y a une incommensurabilité, il y a un non-rapport. » Et lorsque Charles Juliette, dans son entretien, lui lance une petite question à propos des philosophes et des penseurs orientaux, après tout, avec Schopenhauer, on aurait pu y songer, Beckett répond, « Il propose une issue, et moi je sentais qu'il n'y en avait pas. Une solution, c'est la mort, une dissolution. » On est aux antipodes de tout ce qui serait un cosmos, ordonné, préétabli. On est aux antipodes de toute téléologie, de tout accomplissement, de toute parousie. Rien de religieux chez Beckett. Après tout, Godot, c'est pas God, c'est plutôt Godasse. Beckett a fait sien l'adage de Démocrite d'Abdère, le fameux Démocrite, à l'origine de tout ce qui sera aussi la pensée des épicuriens et de Lucrèce, son matérialisme du vide et de l'atome. Cette phrase, alors je suis désolé, je l'ai cherchée de partout dans les documents que j'avais, dans la Pléiade entre autres, et je ne l'ai pas trouvée. Mais enfin bon, ce qui compte, c'est comment elle comptait dans les termes sur lesquels se présentait à Beckett. Rien n'est plus réel que rien. Beckett a affaire non pas au symbolique, qui est le domaine des mots, des langues, comme Joyce. Il a affaire au réel, avec une déflation constante de tout ce qui serait les bouffées imaginaires et des trous dans le discours. Ce réel
quand il se manifeste, quand il fait trou dans les discours, ce réel, c'est un chaos, c'est un désordre, c'est même le signe que le réel est rencontré. L'agnosticisme de Beckett est radical. C'est pourquoi il n'y a pas de film de sa vie. C'est très intéressant de s'appesantir sur... On nous dit que la dernière bande est une œuvre très autobiographique, mais il n'y a aucun film de la vie. Le début de la pièce est entièrement chaotique. D'ailleurs, elle s'ouvre, suivant les didascalies, sur une clownerie en forme de pantomime dérisoire, entravée, empêchée, mais la grande trouvaille de la pièce, c'est d'abord le magnétophone. Le magnétophone qui se branche, se débranche, qu'on avance pour repartir en arrière, puis revenir au même endroit. Le magnétophone, vous le savez, c'était, dans ces années-là, 50, c'était une innovation du marché quand il écrit sa pièce. Et le magnétophone, c'est ce qui lui permet de dissocier Krapp de sa propre voix, de dissocier le corps de la voix. Cette voix qui lui revient à Krapp, enregistrée au fil des anniversaires qui se passent et dans lequel il enregistre à chaque fois quelque chose. Et maintenant qu'il a 69 ans, il s'écoute une bande dans laquelle il avait l'âge de 39 ans, comme d'ailleurs lui-même dans cette bande à 39 ans, il s'écoutait encore plus jeune de 10 ou 12 ans, et même se trouve évoqué l'enfant en culotte courte allant aux vêpres. Mais l'acteur n'écoute pas de façon continue. Ce sont des bribes, des fragments, des phrases coupées elles-mêmes, avec d'entrée l'accent est mis sur la bobine. Ça lui plaît ce mot de bobine. En anglais c'est spool. Maggie n'arrêtait pas de développer, enfin le premier acteur qui a joué ici, qui a incarné Krapp, c'était ça, spool, disait-il. Ouais. Cette bande qui se dévide, qui pourrait être au fond l'histoire de la vie, le déroulement de la trame d'une vie, s'interrompt. Et c'est important qu'on mette l'accent d'entrée de jeu sur le mot, bobine, et même sur l'objet lui-même. Rappelez-vous ce qu'il dit dans Molloy. Ramener le silence, c'est le rôle des objets. Donc pas de continuité, pas de déroulement qui fasse sens. Il n'y a que des nœuds de réel qui l'égrènent d'entrée. Comme il l'a dit à Axel Kahn, je n'éprouve pas plus d'intérêt pour l'unification du chaos historique que pour la clarification du chaos individuel, encore moins pour l'anthropomorphisation des nécessités inhumaines responsables du chaos. Je veux seulement des bribes, les débris, etc., des noms, des dates, la naissance et la mort, parce qu'au-delà, il m'est impossible de rien savoir. L'arrière-plan et les causes forment une machinerie inhumaine et incompréhensible. Et d'évoquer un peu plus loin la pure incohérence des époques, des hommes et des lieux. Donc il se méfie de tout essai de rationalisation. Il se propose seulement d'accepter l'incohérence, d'accepter le chaos propre aux activités humaines. Ne pas imposer d'ordre au chaos. Rien n'a de sens. C'est ça le réel. C'est la pierre de touche du réel, quand vous touchez le fait que rien n'a de sens. C'est ce dont témoigne l'entrée en matière de la pièce, qui en condense, je dirais, quelques bribes essentielles, autour de quoi a tourné la vie de Krapp, mais aussi bien celle de Beckett, nous allons le voir de près. Mais sans que rien fasse sens, ni destinée, ni accomplissement. Il n'y a pas de fil conducteur. C'est en quoi cette pièce très courte est emblématique de la cassure qui s'est produite dans la deuxième moitié du XXe siècle, une cassure qui a ouvert
cet abîme au cœur de la conscience moderne. La vie n'est qu'attente, il n'y a qu'attente, comme dans Godot, mais sans lendemain. Et d'abord, Krapp procède à l'inventaire. Ça commence par un inventaire. Il prend un registre qu'il est allé chercher, un registre qui lui donne des repères, boîte 3, bobine 5. Et dans le même déchiffrement laborieux, il y a 3 rappels de souvenirs qui se cristallisent. Le premier, et ça, c'est tout de même particulièrement notable, sauf que vous ne faites jamais attention, parce que c'est quasiment les premiers mots que l'on entend. Maman en paix, enfin. Sa mère est morte. C'est le point de bascule. Pour Molloy, pour Krapp, pour Beckett. Et la balle noire avec le chien rentre également, là aussi, dans le même domaine, dans le même contexte. Deuxièmement, l'état intestinal. Eh bien oui, avec ses fonctions excrémentielles, sexuelles, ça, le corps se rappelle toujours à l'attention. Et les bananes que vous voyez, évoquées et mangées, à l'excès, aggravent la constipation. Et les laxatifs seront évoqués. Crap, la merde, n'oubliez pas. Troisièmement, mémorable, quoi ? Équinoxe, mémorable équinoxe, c'est le troisième. C'est la vision de la nuit de Mars. Et quatrième rappel, le dernier, tout ça c'est là, la première page, les premiers mots qui sont prononcés. Adieu à la, il tourne la page, Moore. Ouais. Il tourne la page, aux deux sens, propre et figuré, pour bien marquer la cassure. Parce que si vous dites adieu à la, Moore, ça ôte tout sérieux en français à l'amour lui-même. L'amour se voit cassé en deux, en morceaux ici, histoire de casser net avec toute idéalisation ou toute rêverie amoureuse. Voilà les matériaux d'une vie que la pièce, ensuite, va tresser comme entrelacés comme autant de leitmotifs dans une composition musicale, selon un rythme sous-jacent à la fragmentation verbale, au morcellement des phrases, des mots hachés, coupés, voire inaudibles. On n'en finit pas de lire et de relire la pièce quand on a compris, quand on essaie de rechercher cette composition. Et c'est là que prend tout son poids, je dirais, la présence d'un grand acteur comme Jacques Weber, qui charge de toute une humanité, d'une épaisseur de vie, par le geste, l'humeur, colère, tendresse, rêverie, sarcasme, par la voix, le corps, bref, par tout ce qu'il a fait lui-même comme être vivant dans sa vie, il charge de cette humanité ces fragments qui sont soustraits au passage qui émerge du passage du temps. Le temps qui conduit à la fin, à la dissolution. Tandis que l'intéressé a 30 ans de distance, et quand il est à 30 ans de distance, à 12 ans de distance, quand il avait 39 ans, éprouve une détestation de soi à s'entendre, ce crétin que j'étais. Comment on peut être con à ce point ? Quitte à se laisser quand même, et là Weber est remarquable, un instant reprendre au rêve et envahir d'une émotion retrouvée la rêverie sur le lac, ou ce feu en soi, qui a été le feu de sa révélation, de l'écriture libérée. Notons d'ailleurs que selon le temps propre de l'auteur, qui a 52 ans quand il écrit, et non pas 69 comme Krapp, son héros, notez qu'il y a une anticipation de la fin, puisque la didascalie s'ouvre par ces mots, en français, c'est « un soir, tard, d'ici quelque temps ». Je préfère l'anglais. « Late evening, in the future ». Tard, un soir à venir. Donc tout l'espace temporel se trouve donc ici couvert de l'enfance et de l'âge adulte dans le souvenir, à travers la remontée du passé, jusqu'à la mort, anticipée
la mort dans le futur, anticipée dans le présent même de l'écriture. Il parle encore dans la pièce avec quelque chose de mon vieux regard à venir. Mon vieux regard à venir, c'est extraordinaire comme expression. Cette dimension du temps qui passe, vous voyez, c'est un grand lecteur de Saint-Augustin aussi, Beckett. Lui, il a tout lu. Hein. C'est un des rares écrivains qui est lu à ce point. Et donc rien ne transparaît. Oui, vous verrez, il y a un petit passage, une allusion à Shakespeare, en tout et pour tout ici. À Dante, il y en a aussi. Cette dimension du temps qui passe, c'est ce qui, de la mort, s'inscrit dès la naissance, car naître, c'est commencer à mourir. D'où le vœu profond qui aurait pu se formuler dans la tradition grecque de la tragédie de Sophocléenne, « Mes funailles, puissais-je n'être jamais né, n'avoir jamais été ». D'ailleurs, même dans le détail, ça apparaît. Par exemple, le temps est présentifié à travers un personnage, la vieille Miss McGlone, alias Mademoiselle Bimiche, née en 1883 à Dublin et qu'il rencontre à Roussillon pendant la Résistance entre 1942 et 1945. Et il dit « Imaginez, jeune, merveilleuse vieille », et c'est suivi de souvenirs d'enfance. Donc ce jeu permanent entre jeunesse et vieillesse est présent dans le texte, le temps qui passe. J'ai donc insisté toujours sur cet équinoxe mémorable, c'est quand même ça la grande scène par quoi ça va s'ouvrir, cet équinoxe mémorable de l'été 1945, en nous étant débarrassés, bien sûr, ici, des oripeaux romantiques. Quand il revient après 6 ans d'absence, il a traversé la Deuxième Guerre mondiale dans la maison de sa mère. Il n'a eu de cesse, pendant toutes les années antérieures, de prendre ses distances, de mettre de la distance entre lui et sa mère, de distendre ce lien orageux, de se soustraire à cette emprise sévère, à sa désapprobation puritaine. Et pourtant, Dieu sait s'il l'aimait, et qui s'est fait sentir depuis qu'il avait démissionné de sa charge universitaire. Il avait un avenir universitaire qui lui tendait les bras, à Trinity College, à Dublin. Après ses années parisiennes à la rue d'Ulm, où il avait rencontré les plus grandes figures des années 1828 ou 1930. C'était impardonnable, en 1930-1931, de s'aborder ainsi son avenir pour écrire des cochonneries. La fuite, il dit ceci, la fuite et l'évasion. Si je plaque Dublin au bout d'un an, il se demande s'il va quitter Dublin, ce n'est pas simplement Dublin que je plaquerai, définitivement, mais aussi mes parents, ce qui les fera souffrir. Et c'est bien une chose que Beckett déteste, c'est de faire souffrir. Même, il faut voir comme il est malade, rien à l'idée de devoir se débarrasser des taupes qui abîment tout son jardin à Ussy-sur-Marne. Il y a chez lui ce choix intransigeant de ne jamais céder sur ce qu'il porte en lui, sur cette nécessité intérieure. Il y a cette volonté de rompre avec tout ce qui fait obstacle, famille, situation, universitaire ou pas. Gagner une liberté dans l'isolement, dans la précarité, la pauvreté pour écrire. Et écrire pour assurer à l'avenir sa santé mentale et physique. Alors ce sont ses voyages en Allemagne, ses années londoniennes, son installation à Paris, ce sont les années de guerre et de participation à la résistance. C'est la fuite, justement après, dans le Vaucluse, à Roussillon, près d'Apt. C'est la vie partagée alors à la campagne et les travaux des champs. Ce sont tous ces moments, avec cette même exigence, qui ont précédé ce retour chez sa mère, après 6 ans, pour repartir aussitôt après pour Paris, passer à l'écriture en français, dans cette période que je mentionnais au début, cette période féconde et matériellement misérable des années 1946-1950. Entre-temps, il s'est soustrait à l'influence de Joyce qu'il admirait tant. Il a traversé avec Wilfred Bion à Londres une psychanalyse 2 années durant, 1933-1935. Il y a eu la guerre, la résistance, le refuge volontaire,
le travail dans l'hôpital de Saint-Lô à la fin de la guerre. Tout cela l'a transformé, l'ouvrant à toujours plus de compassion. Il a conquis cette liberté d'écrivain, loin de la réprobation et de la censure maternelle. Il a même réchappé à Paris à la mort après avoir été poignardé par un maquereau dans une rue. Et surtout, après la mort de sa mère, le 25 août 1950, il faut attendre encore 8 ans et un terrible passage à vide en 1956-58, et seulement 2 mois après avoir appris le cancer à la gorge, en décembre 1957, qui condamne la femme d'un ami, qui était une femme qui a été son amour de jeunesse, Edna McCarthy, pour qu'il compose dans sa petite maison d'Ussy, dans la vallée de la Marne, très rapidement, en février 1958, cette petite pièce très courte, La dernière bande. Il a fallu attendre tout ce temps pour que s'y inscrivent à la fois le souvenir de la mort de sa mère et l'adieu à l'amour. Il a reconnu cette part autobiographique qui hante La dernière bande, mais comme il l'avait appris auprès de Joyce en travaillant avec lui, il y a quelque chose qui fait obstacle à la littérature, c'est de ne pas être capable de passer de la chronologie à la simultanéité, comme le fait la musique, passer du Nebeneinander, côte à côte, au Miteinander, ensemble. La voix humaine non plus ne peut pas chanter des accords. D'où, et je dirais, grâce au magnétophone, grâce à cette interférence des strates temporelles, une composition musicale où se surimpriment les moments de sa vie affective, à savoir sa mère et celle qui fut l'aimée en vain, l'aimée impossible. Il y a plusieurs figures féminines, bien sûr, qui se condensent comme dans toute œuvre de fiction en celle-ci. Par exemple, la fille au manteau vert sur un quai de gare renvoie à l'été 1928 et aux amours condamnés de Samuel Beckett et de Peggy, Ruth Margaret Sinclair, sa cousine germaine, fille de sa tante Sissy, qui en plus avait eu la mauvaise idée d'épouser un juif. Elle n'arrangeait pas non plus les affaires du côté de ses parents. Il en va de même avec l'évocation du roman de Théodore Fontane, Éphibriste. Vous entendez le mot Éphi, sachez que c'est le roman Éphibriste. C'est un grand roman. Fontane, c'est le Zola allemand. La femme adultère brisée par une société d'hommes en Prusse à la fin du XIXe siècle. Eh bien, sachez que Peggy a beaucoup pleuré sur ce roman et que lui-même raconte comment, après avoir lu pour la 4e fois ce roman en versant les mêmes larmes qu'avant, au même passage qu'avant, c'est ce qu'il écrit à son éditeur américain, ou encore les vacances sur les bords de la Baltique passées en juillet 1929 avec les Sinclair. Mais celle qu'il avait tant aimée, jeune, d'un amour cependant irréalisable, c'était Edna McCarthy, qui était dans un de ses romans, Dream of Fair to Middling Women, un rêve de femme pas trop mal, qui se prénommait Alba. Une femme très moderne, qui boit, qui fume, qui jure, qui a fait des études, qui parle français et espagnol couramment, qui reconnaît toutes les allusions littéraires dont ils parlent entre eux, qui est caustique, qui est consciente de son pouvoir sur les hommes. Edna, pleine de charme, l'avait aussitôt conquis dans sa vie d'étudiant à Trinity College en 1923-1926. C'était une petite brune, féministe avant la lettre, intelligente, indépendante d'esprit, élégante, au sourire ravageur, avec de superbes yeux noirs au regard expressif. Alors, on traduit, elle avait des yeux pareils à des flaques noires insondables. Oui, en anglais, c'est pas exactement ça. C'est Edna had eyes like dark, deep pools. C'est des yeux qui étaient pareils à des étangs sombres, des étangs profonds. Et seulement voilà, elle va aimer un des meilleurs amis de Beckett, Con Leventhal, vers 1930, qui était marié lui-même et qui ne l'épousera qu'en 1956. Beckett demeurera un de ses amis et adorateurs jusqu'à sa mort, due à ce cancer en 1959, et qu'il apprend à ce moment-là.
C'est elle que l'on retrouve sous le nom de Bianca. Bianca. Bianca était quand même un nom réel, c'était le nom de sa charmante répétitrice qui lui donnait des cours d'italien privés et qu'il avait éveillé à Dante, Bianca Esposito. Mais dans une première ébauche de la pièce, Bianca s'appelle Alba, qui est bien Etna. 12 ans plus tôt, donc, à l'âge où il avait 27 ans, ce qui correspond bien à la période d'Etna. On la retrouve, cette Etna, sur le lac, dans la barque qui dérive. Quand il dit « j'ai mon visage dans ses seins », j'ai dit encore que ça me semblait sans espoir et pas la peine de continuer, et elle a fait oui. Passage qui est réécouté à la fin de la pièce. Ça me semblait sans espoir, mon visage était dans ses seins. Musicalement, toute la pièce s'organise sur un jeu de contraste entre le noir et le blanc, et sur 2 reprises de thèmes et d'extraits de bandes. Ces reprises sont les suivantes. La première concerne la mort de sa mère, cette maison du canal, l'année écoulée, donc quand Krapp a, non pas 39 mais 38 ans, le Krapp qui parle dans le magnéto, qui écoute l'acteur Krapp, 69 ans. Sa mère était veuve depuis longtemps, en 1950. Son père, Bill, qui est évoqué d'ailleurs dans la pièce, était mort en 1933, donc quand Samuel Beckett avait 27 ans. Ce père évoqué dans les promenades sur les hauteurs brumeuses de Crohan avec la chienne qui était un Kerry Blue Terrier. Et de nouveau allusion encore à cette mort quand il se trouve lui-même grelottant dans le parc, noyé dans les rêves et brûlant d'en finir. La seconde reprise importante, second thème, c'est l'épisode de la barque. Quand il est en position de l'enfant, dans le giron maternel de la femme aimée, mon visage dans ses seins. Là, il constate, il regarde ses yeux à elle, ses yeux fermés puis ouverts, comme des fentes à cause du soleil, en anglais slits, puis qui se sont ouverts quand je me suis penché sur elle et m'ont laissé entrer. Let me in. Connotation sexuelle évidente. Slit en anglais, ça veut dire aussi vagin. Mais sans qu'il y ait à supposer ici une quelconque étreinte sexuelle. Beckett lui-même s'est moqué de ceux qui l'imaginaient, en disant « mais ils ont bien lu le texte, ils ont bien vu la position de Krapp, le visage dans ses seins, et bien plutôt tourné vers elle, dans son giron, je dirais comme l'enfant suspendu au sein maternel. Il aurait fallu être tourné à 180 degrés pour qu'il y ait eu coït. » Beckett dixit. Il s'agit donc bien plutôt de ce que Viviane Mercier, qui voyait Beckett fréquemment en 1956, disait « Les yeux sont ici comme les fenêtres de l'âme. » Les yeux qu'elle avait, ça revient. Mais justement, les yeux profonds, les yeux insondables comme un lac, d'Ethna McCarthy, évoque une autre scène, évoquée dans une lettre à son proche confident, Georges Dutuit, celui qui était devenu son plus proche confident, Georges Dutuit, le gendre de Matisse. Beckett était un passionné de peinture. Le 2 août 1948, alors qu'il vient de passer 1 mois auprès de sa mère à Foxrock, accablé de constater les progrès de la maladie de Parkinson, et il écrit à Georges, « Mon pauvre Georges, ce soir vous êtes mal tombé. Il fait beau. Je marche dans mes vieux chemins. Je guette les yeux de ma mère, jamais si bleus, si stupéfaits, si déchirants d'enfance sans issue, celle de la vieillesse. Allons-y plutôt un peu plus tôt, pendant qu'il est encore des refus à faire. Je crois que ce sont les premiers yeux que je vois. Je ne tiens pas à en voir d'autres. J'ai là de quoi aimer et pleurer suffisamment. Je sais maintenant ce qui va se fermer et s'ouvrir en moi, mais sans rien voir. Ça ne voit plus rien. Là se superposent ces 2 regards, ces yeux qui l'ont laissé entrer, ces yeux d'une sombre profondeur, celle du lac, qui l'ont laissé entrer, et ces yeux d'un bleu vidé du regard qui préfigure le temps de la mort. Est-il alors exagéré, quand on a glissé ainsi de la mer à l'amour, sur cette barque
où tout remue par-dessous doucement, comme sur cette mer d'Irlande qui ramenait Tristan et Iseux à la cour du roi Marc en Cornouailles, quand se produisit cette étrange sensation de la mer amère et de la mort inscrite dans la naissance de l'amour. Est-il alors exagéré d'entendre, dans les lignes qui précèdent, où on évoquait Éphibriste et Peggy et la Baltique, et il dit ceci, à refouler, me suis crevé les yeux à lire Éphi, avec des larmes encore, et oui, crevé les yeux, l'écho du geste même d'Édipe qui se crevait les yeux avec les agrafes de Jocaste en découvrant la vérité. Oui, on est là au cœur de l'obscurité intérieure, innommable, tandis que la pièce, mine de rien, a mis en jeu tour à tour la voix, le regard et les deux autres objets partiels de la psychanalyse, les seins et l'excrément. Ces objets causent du désir où s'est réfugiée la jouissance au cœur du fantasme. Et cette obscurité intérieure n'a à l'extérieur d'autres répondants que le silence. Passé minuit, jamais entendu pareil silence. La terre pourrait être inhabitée. Et là, l'écho de Wasteland de T.S. Eliot, qu'il avait lu également, mais aussi bien la terre gaste, la terre déserte, la terre inhabitée, Gast, Waste, ça veut dire inhabité, solitaire, la terre de Perceval, et ne résonne plus qu'un vœu de mort, de cette mort qui tisse toute la pièce. Quand toute la poussière, il corrige, quand toute ma poussière sera retombée, je ferme les yeux et je m'efforce de les imaginer. Et là on voit ce vœu s'éteigner dans l'automne finissant, souhaitant qu'elle en finisse, brûlant d'en finir, et cet hymne à l'office du soir, « Now the day is over », l'ombre descend, tout va dormir. Il arrache de colère la dernière bande qu'il enregistre. C'était bien là la dernière bande. The last one was the ultimate one. C'est pas la dernière en date, c'est l'ultime, il n'y en aura pas d'autre après. D'où le geste de l'arracher et de la supprimer. Et là, le metteur en scène a un trait de génie, Peter Stein, totalement original, ça ne se trouve dans aucune représentation que l'on a de la dernière bande. Grappe s'abat mort sur la table, tandis que la voix continue et que se déroule la bobine avec l'accent mis à ce feu en moi, ce feu de l'écriture, quand tout est consumé. Tout comme avec toute la chaleureuse tendresse de Jacques Weber, Peter Stein lui avait fait étreindre au souvenir de cette chance de bonheur à jamais perdue d'où lui revenait la voix, il lui avait fait étreindre justement l'objet lui-même, ce magnétophone. Ce trait avait déjà été mis en scène avec John Hurt, qui embrassait l'appareil, et avait été indiqué par Beckett avec Maggie en 1958, l'acteur nord-irlandais qui jouait Krapp. C'est aussi ce qui fait la grandeur de Beckett, de l'attente, quand il n'y a rien à attendre ni à espérer. C'est comme à la fin du Roi Lear. Puisqu'il n'y a rien au-delà et qu'il n'y a qu'une souffrance irrémédiable dont se trame la vie, eh bien à ce moment-là, il reste à continuer, à aller de l'avant, en restant fidèle à sa nuit. Et à Charles Juliette, dans la visite rapportée le 24 octobre 1968, Beckett dit à Juliette « L'écriture m'a conduit au silence, long silence. Cependant, je dois continuer. Je suis face à la falaise et il me faut avancer. C'est impossible, n'est-ce pas? Pourtant, on peut avancer, gagner quelques misérables millimètres. »